La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été financée par NordVPN, à l'exception notable de la caméra B qui a été financée par mes généreux tipeurs au début du mois d'avril. Encore merci à vous, et vous retrouverez la sponsor en fin de vidéo. Nous sommes le 25 mai 2008 à Biarritz. Il est midi et 1 minute. Sous un ciel menaçant, un Piper Malibu s'aligne piste 09. Il décolle en direction de Coulommiers, à l'est de Paris. À bord, le pilote, 49 ans, breveté depuis 15 ans, avec 720 heures de vol au compteur. Son passager, un homme de 39 ans, et lui pilote du LM depuis 13 ans. Ils emportent avec eux 2 chiens dans le compartiment à bagages à l'arrière de l'habitacle. L'avion, un PA-46 Malibu, donc immatriculé 45 Delta, date de 1994 et sa dernière visite mécanique a été réalisée il y a 57 heures de vol. Après le décollage, l'avion monte au niveau de vol 120, soit environ 3600 mètres d'altitude. Son trajet comporte des phases de vol à vue et des phases de vol aux instruments où il reçoit ses consignes par radio du contrôle au sol. À midi 20, 45 Delta contacte l'organisme de contrôle Aquitaine Approche, puis se règle sur la fréquence de la radiobalise de Limoges, une sorte de phare maritime qu'il est possible de suivre à distance, mais par radio. À midi 48, le pilote rappelle Aquitaine Approche pour un essai radio. À Bordeaux, le contrôleur lui confirme qu'il le reçoit parfaitement. Mais 5 minutes plus tard, ce même contrôleur observe sur son radar que 45 Delta s'écarte de sa trajectoire par la gauche et commence à descendre de plus en plus vite. Il rappelle alors « Novembre 92-45 Delta, vous avez un problème ?» Mais pas de réponse. Par 4 fois, il réessaie. Novembre 92-45 Delta, novembre 92-45 Delta, novembre 92-45 Delta, novembre 92-45 Delta. Sur son radar, la trajectoire du Malibu est très préoccupante. L'avion décrit une spirale avec des taux de chute allant jusqu'à 7000 pieds minutes, soit 35 mètres par seconde. Au même moment, à une centaine de kilomètres de là, près de l'Aiguillac de Cercle, dans la Dordogne, plusieurs personnes se trouvant à l'extérieur entendent un bruit de moteur qui accélère, mais sans voir aucun avion. L'un d'eux dit entendre un fort bruit de craquement. Quand soudain, il le voit surgir des nuages, tournoyant à plat, mais sans sa queue ni ses ailes, et suivi par des débris. L'instant d'après, l'appareil s'écrase dans un bruit sourd. Au même moment à Bordeaux, le contrôleur aérien perd le signal du transpondeur de 45 Delta et déclenche l'alerte pour appareil en détresse. L'un des témoins, habitant à 500 mètres du lieu du crash, se rend immédiatement sur place. Alors qu'il arrive près de l'épave, une forte pluie d'orage s'abat, tandis que le tonnerre gronde. Le fuselage de l'avion est tombé à plat dans une pâture, dans une zone vallonnée et boisée, n'occasionnant ainsi que peu de dégâts. L'avion n'a pas pris feu en percutant le sol. Néanmoins, la violence du choc ne laissait aucune chance de survie à ses occupants. Les recherches s'organisent afin de retrouver le reste de l'avion. On se rend vite compte que les débris sont éparpillés sur une zone de 1500 mètres autour du fuselage. Il faudra 6 mois pour en retrouver le dernier morceau quand, à l'automne, un promeneur apercevra la moitié extérieure de l'aile gauche dans un arbre à 1500 mètres à l'ouest du site du crash. Ce PA-46 le voici.
Que s'est-il passé en ce 25 mai 2008 pour qu'en quelques secondes, un avion se rompe en plein vol? Ça n'a pas dû vous échapper, ce crash est arrivé par temps orageux. Mais si les orages sont bien connus pour être dangereux pour l'aviation, ils ne sont pas spécialement réputés pour disloquer les appareils en l'air. À moins que si. Aujourd'hui, bien que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr au monde, les gens qui composent, disons, le domaine de l'aviation en général, nourrissent un but commun: le rendre encore et toujours plus sûr. Parce que être le plus sûr au monde ne veut pas dire être dénué de tout risque. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Si je peux vous faire une promesse sans trop me mouiller, c'est celle qu'il y aura toujours des accidents dans l'aviation, mais aussi dans tous les autres domaines. Le monde est complexe. Nous sommes actuellement plus de 8 milliards à vivre notre vie en prenant des risques plus ou moins importants à longueur de journée. Et parce qu'il en est ainsi, statistiquement, même l'accident le plus bête, le plus improbable, le plus inimaginable, finira par arriver. C'est la bien connue loi de Murphy. Tout ce qui peut arriver finira par arriver. Mais en aviation, on s'est fait une promesse, on n'empêchera jamais les avions de tomber. Cependant, on peut essayer de faire en sorte qu'ils ne tombent jamais deux fois pour les mêmes raisons. L'aviation est, avec d'autres, je vous l'accorde, le domaine de tous les dangers. Le ciel est un endroit hostile et la gravité a un malin plaisir à nous ramener brutalement sur le plancher des vaches quand l'audace prend le pas sur la prudence. Aussi, il est un proverbe qui dit qu'on ne vivra pas assez longtemps pour apprendre de ses erreurs et qu'il faut être capable d'apprendre de celles des autres. Mais comme les autres risquent de ne plus être là pour expliquer ce qui leur est arrivé, on a besoin d'un organisme capable d'enquêter sur les accidents afin de déterminer précisément leur origine. Parce que si on supprime les causes d'un accident, on l'empêche de se produire. Plus précisément, si on identifie les causes d'un accident et qu'on les empêche de se réunir à nouveau, on empêche l'accident de se reproduire. Autrement dit, si on en identifie les causes, chaque accident devient une leçon à retenir qui rend l'aviation un peu plus sûre. Et ça, c'est le travail du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Les éléments les plus simples à constater sont en notre possession. Pour aller plus loin, le BEA a besoin d'experts, de spécialistes capables d'observer de près les traces laissées sur l'épave, d'analyser les points de rupture et d'en déterminer les causes. Pour ce faire, le BEA fait appel aux experts de la Direction Générale de l'Armement et plus précisément DGA, Technique Aérospatiale. C'est là que nous sommes, à Balma, près de Toulouse, dans les locaux de la DGA, Technique Aérospatiale, et c'est ici que le Malibu va être scruté de près afin d'identifier chaque indice. Le BEA est un organisme étatique qui a pour mission de maintenir le niveau de sécurité maximum autour de tout ce qui concerne l'aéronautique. DGA Technique Aérospatiale est l'un des 10 centres de la Direction de l'ingénierie et de l'expertise de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. DGATA est un centre expert dans le domaine des matériaux et peut être sollicité par différents moyens, à commencer par le Bureau d'enquête pour la sécurité de l'aéronautique d'État, le BEAE, qui s'occupe lui principalement des accidents militaires. On peut être aussi donc sollicité, comme dans le cadre de cette expertise, par le BEA, donc Bureau d'enquête accidents de l'aviation civile. On peut être aussi sollicité directement par la justice dans le cadre d'expertise judiciaire. Alors en règle générale, lors d'un incident, le BEA souvent font appel à nous justement pour aller sur place, sur le terrain, voir exactement ce qui a pu se passer. Comme ça, nous, notre rôle, c'est la partie technique. DGA Technique Aérospatiale est régulièrement sollicité dans le cadre d'expertise, que ce soit sur des crashs
ou aussi bien sur ce qu'on appelle des incidents techniques. Ce sont des traitements sur des pièces qui se cassent en service, comme des trains d'atterrissage, des équipements électriques, des équipements hydrauliques ou des systèmes électroniques. Nous testons les structures d'aéronefs, leur fuselage, leur carlingue, les pièces structurales, ainsi que les systèmes de cellules qui regroupent les circuits hydrauliques, les circuits carburants, les circuits de puissance électrique, les trains d'atterrissage. Enfin bref, nous réalisons tous les essais au sol, à l'exception des moteurs. Chaque accident est différent et chaque épave que nous recevons à DGA Technique Aérospatiale est différente en termes d'endommagement. Elles peuvent être brûlées, dans ce cas ce n'était pas le cas. Elle peut être extrêmement rompue, c'est-à-dire une rupture à forte énergie, à forte vitesse, avec des milliers et des milliers de morceaux, ou elles peuvent être en quelques morceaux, comme c'était le cas dans cette épave. Lors de notre travail de reconstitution, nous pouvons appeler d'autres services de la DGA pour nous aider, ou d'autres services du ministère des Armées. Et lors de nos analyses, nous nous appuyons aussi sur tous les experts du centre DGA Technique Aérospatiale et tous les moyens d'essai de DGA-TA. 3 centres de la DGA peuvent être sollicités selon les accidents. DGA Technique Aérospatiale, DGA Essai de propulseurs et DGA Essai en vol. DGA Technique Aérospatiale est principalement responsable des expertises d'ensemble sur les épaves et les pièces structurales des aéronefs accidentés, donc on reconstitue des épaves. Ces domaines d'intervention concernent donc les pièces structurales, mais également les sous-ensembles et équipements faisant appel aux compétences internes du centre, tels que les systèmes embarqués électriques, les systèmes hydrauliques, l'optronique, les trains d'atterrissage, les systèmes de freinage. DGA Essai en vol se concentre sur les facteurs humains et environnementaux qui peuvent contribuer aux accidents d'aéronefs, ainsi que sur les systèmes et données de vol et l'expertise des dispositifs de survie. DGA Essai de propulseurs exploite les enregistreurs de données de vol, les fameuses boîtes noires, et est spécialisé dans les expertises des moteurs, moteurs à piston, turbopropulseurs et turbomoteurs, ainsi que pour les fluides, les huiles et les carburants. Revenons-en donc à notre PA-46 gisant sans aile ni queue au milieu d'une pâture. Pour savoir ce qui a bien pu lui arriver, votre premier réflexe sera peut-être de chercher l'enregistreur de vol, plus communément appelé la boîte noire. Alors sur certains aéronefs, il n'y a pas de boîte noire. Les gros aéronefs sont tous équipés. Les petits coucous comme ça n'ont pas effectivement d'enregistreur de vol. Dans le cadre de l'aviation civile, il n'est pas obligatoire d'avoir effectivement une boîte noire embarquée à bord de l'aéronef. Il va donc falloir analyser l'épave sous toutes ses soudures pour comprendre ce qui lui est arrivé. Par définition, un accident ne se programme pas et nous pouvons être appelés à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de l'année. Sur le site de l'accident, il y a environ une vingtaine de personnes qui sont là pour commencer à analyser l'épave, que ce soit des gendarmes, des enquêteurs, directeurs d'enquête, épavistes, ou des centres capables d'aider les bureaux d'enquête, comme le nôtre, DGA Technique Aérospatiale. La première étape va consister à faire un examen visuel de l'épave et du site du crash, de voir si tout est là, si rien ne manque, si on a tous les éléments de l'avion. On va s'occuper de tout ce qui est photo. On va essayer de regarder un peu toutes les ruptures. On va essayer de regarder aussi les déformations, les traces qu'il y a pu avoir sur la cellule. Dans le cadre de cet accident, on s'est vite aperçu que sur le site du crash, il manquait plusieurs éléments. À commencer par les 2 ailes, la queue et plusieurs petits éléments comme le radar météo et certaines parties des commandes de vol. Dans un accident où il y a eu des ruptures en vol, il est très important de cartographier le terrain pour positionner les pièces et ainsi connaître celles qui se sont rompues en premier. Sur cette épave, 2 personnes ont travaillé à temps plein pendant environ 6 mois pour produire un rapport d'expertise transmis au BEA qui ensuite, eux, font un rapport final avec les conclusions de l'enquête. Donc on va protéger certaines ruptures, on va tout photographier pour avoir un maximum de preuves et on va prendre un maximum de protection pour le transport. Donc ça veut dire que là, par exemple, dans le cadre de cette épave, une fois qu'on a reconstitué tous les éléments de la structure au niveau des ailes, du fuselage, tout ça, on s'est dit on va protéger les longerons parce que c'était la partie où il y a eu les ruptures. Et ensuite, comme on peut le voir, on s'est servi de plusieurs pièces de sangle
On a même pris un tronc d'arbre pour pouvoir porter la cellule de l'avion sans trop l'endommager. La première chose, c'est de trier les pièces et de les reconnaître pour pouvoir reconstituer au mieux l'épave. Cela permet déjà de savoir s'il manque des pièces, puisqu'avec la reconstitution, on voit très vite s'il manque des morceaux. Cela permet aussi de voir les déformations de pièces, l'une par rapport à l'autre. Et ensuite, nous analysons toutes les marques qui pourraient nous indiquer des indices. Donc les ruptures, les déformations, les marques de contact, les marques de brûlure, les traces de corrosion. Tous ces indices vont nous permettre de comprendre et d'aller vers un scénario de l'accident et ainsi déterminer les causes. On a observé tout de suite que l'avion n'était pas abîmé de l'avant, mais qu'il était comme tombé à plat. Et ça rejoint les témoignages. Une personne a vu l'avion tournoyer et tomber à plat comme une pierre. Un élément qu'on a tout de suite observé aussi sur le site du crash, c'est que l'hélice n'est pas abîmée. Il n'y avait pas de rupture, pas de déformation. Habituellement, lorsque l'hélice tourne et qu'il y a un crash, les bouts des pales de l'hélice sont généralement recourbés vers l'arrière. Or, dans ce cas précis-là, l'hélice est entière et non abîmée, ce qui signifie qu'elle s'est arrêtée de tourner à plat et n'a pas été abîmée lors du crash. Aucune odeur de carburant n'est décelable sur le site. Les réservoirs étant situés dans les ailes manquantes est bien évidemment le premier lien à faire. Mais si celle-ci s'était rompue à faible hauteur, le carburant aurait été déversé à proximité. Alors, le fait qu'il n'y ait pas eu d'odeur de carburant sur le site du crash tient au fait que cet avion a ce qu'on appelle des réservoirs structuraux, c'est-à-dire que ce sont les ailes qui font office de réservoir de carburant. Dans la mesure où les ailes n'ont pas été retrouvées sur le site de l'accident, elles se sont cassées en vol et donc le carburant s'est tout simplement dispersé avant l'impact au sol. L'absence de carburant ainsi que des ailes à proximité de l'épave, en plus du moteur manifestement à l'arrêt au moment de l'impact, indique que la dislocation de l'appareil a eu lieu en altitude et que les débris et le carburant ont eu le temps de se disperser et le moteur de consommer ce qu'il en restait dans le circuit d'alimentation avant de caler. Dans la phase d'inspection sur le site de l'accident, il y a une phase qui va consister à vérifier l'intérieur de l'avion. Donc ça veut dire qu'on va vérifier les instruments de bord, on va vérifier aussi l'ensemble des documents qui sont présents à l'intérieur de l'avion. Donc on va checker tout ce qui va être disponible dans le cockpit. Or, dans ce cas précis-là, nous n'avons pas retrouvé trace de documents météo qui sont nécessaires à la préparation du vol. Dans le cadre de l'expertise, le BUA a sollicité donc l'expert météo de Biarritz qui nous a confirmé que le pilote n'avait pas pris les éléments météo le matin du vol. Nous avons donc là deux premiers indices. Plus d'une heure avant le décollage du Malibu, le centre de veille météorologique de Bordeaux avait émis un SIGMET pour Significant Meteorological Information. C'est un bulletin faisant état de phénomènes météo dangereux. Et pour cause, en ce 25 mai 2008, le ciel n'était pas seulement menaçant. Un système dépressionnaire s'étirant de la Bretagne au Portugal a généré un front orageux des Pyrénées au Limousin. À l'heure du crash, 45 Delta se trouvait en plein milieu de la zone orageuse. Zone constituée de cumulonimbus, des nuages d'orage noyés dans une masse de nimbostratus couvrant la totalité du ciel entre 500 mètres au-dessus du sol et jusqu'à 10 km d'altitude. Le radar météo montre en outre, à l'heure du crash, des zones de précipitation très denses et donc au-dessus, à l'altitude où la température passe sous les 0 degrés Celsius, des zones qui devraient être chargées d'eau en surfusion. Qu'est-ce que la surfusion ? On va en reparler plus tard. Et donc, alors que la préparation d'un vol est censée inclure systématiquement une étude de la situation météo, surtout un jour où celle-ci semble dangereuse du premier coup d'œil, rien ne semble montrer que cela ait été fait. Et notre deuxième indice, corroboré par les signaux radars et les témoignages, est que la dislocation du Malibu a probablement eu lieu près de son altitude de croisière. On en sait donc déjà un peu plus et pourtant on ignore toujours ce qui s'est passé.
D'autant que l'autopsie du pilote ne révélera aucun élément susceptible d'expliquer l'accident. De même, l'épave ne porte aucune trace d'incendie, ni avant ni après le crash. À une exception près. En effet, quand l'empennage arrière a été retrouvé à 1 km du fuselage, on y a constaté un dépôt noir à l'intérieur du plan fixe droit. Dépôt noir qui bordait une zone où le métal avait manifestement fondu. Alors les traces de métal noir, on peut toujours se poser la question qu'un avion vole dans des conditions d'orage, il aurait pu être foudroyé et justement ça peut laisser des traces. Alors, l'empennage fait partie des éléments qui servent à la conduite de l'avion et un de ces morceaux a été retrouvé avec des traces noires et comme du métal fondu à l'intérieur. Comme l'accident s'est passé dans une condition d'orage, se pose très vite la question, est-ce que l'avion a été foudroyé ou pas? Donc cette partie-là a été observée sur site. Or, ces traces ne sont visibles que sur la partie intérieure de l'empennage et il n'y a pas de traces externes. Donc, par comparaison également avec la partie gauche, donc son jumeau gauche, on a observé que ces petites traces noires et de traces de métal fondu étaient simplement dues au système d'injection d'air dans le dégivrage des gouvernes. L'aile droite, retrouvée à environ 1 km à l'ouest du fuselage, présente une déformation en flexion. Autrement dit, elle a été tordue comme si on avait posé un camion sur le toit de l'avion et qu'il reposait seulement sur ses ailes. La contrainte a été telle que le volet et l'aileron en ont été arrachés. De même pour le radar météo présent sous l'aile et retrouvé à 200 mètres de celle-ci. Comment a pu se casser l'aile de l'avion? Ces ruptures, elles se sont produites de façon statique. Ça veut dire que, en fait, l'aile a vu des efforts qui étaient supérieurs à sa résistance. Mais pour confirmer ça, on va donc prélever des éléments au niveau de la rupture sur l'aile directement et les observer en laboratoire avec des moyens d'observation qui vont nous permettre de confirmer l'hypothèse que l'aile s'est cassée de façon statique et brutale. Nous allons observer les faciès de rupture, c'est-à-dire les surfaces des matières rompues. Pour cela, nous utilisons des microscopes optiques, des microscopes numériques et des microscopes électroniques à balayage. Il existe plusieurs modes de rupture. Autrement dit, un matériau peut se casser de différentes façons. Lorsqu'un matériau voit trop d'efforts par rapport à sa résistance, il va casser brutalement. C'est ce qu'on appelle une rupture statique. Mais il existe d'autres modes, comme des modes progressifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fissure qui va apparaître dans la structure et qui, au fur et à mesure du temps, va se propager jusqu'à amener à la rupture de la pièce. On peut aussi avoir également des phénomènes de corrosion qui peuvent apparaître dans les matériaux. Ce longeron, il a été examiné et là on s'est aperçu que le type de rupture, c'était une rupture avec des cupules, donc une rupture statique, une rupture brutale en fait. Une rupture brutale ou statique va laisser ce qu'on appelle des cupules à la surface. Donc les cupules, ce sont des petites cavités qui sont juxtaposées sur toute la surface de la rupture. Par contre, par exemple, une rupture de fatigue, on va avoir une surface très lisse avec des petites lignes concentriques qui correspondent aux différentes phases de propagation de la fissure dans la structure. Autre exemple, la corrosion, on va avoir l'impression que le matériau est grignoté par la corrosion. Et donc on va avoir plein de toutes petites fissures à l'intérieur du matériau. Alors lorsque l'on a regardé la rupture statique, effectivement au microscope électronique, on s'est aperçu qu'il y avait des cupules, que c'était bien une rupture statique. Après, dans la deuxième chose, ce qu'il fallait voir, c'était la conformité du matériau. Est-ce que les matériaux utilisés pour la fabrication de ce longeron étaient conformes aux spécifications du constructeur? Pour vérifier la conformité du matériau, on va procéder à un prélèvement du longeron. Alors, la structure d'une aile, c'est basé sur ce qu'on appelle le longeron. C'est la colonne vertébrale de l'aile. Et sur ces longerons, on vient fixer des nervures qui vont donner le profil et la forme de l'aile. Et sur cet ensemble-là, on vient fixer du revêtement et c'est comme ça qu'on obtient une aile d'avion.
Donc le longeron, c'est la pièce maîtresse pour la résistance d'une aile. Lorsqu'on a observé que le longeron était cassé, se pose la question, est-ce que ce longeron était conforme ou pas? Donc pour répondre à cette question, on va analyser la composition du matériau, vérifier qu'il est bien conforme aux exigences du constructeur. On va vérifier sa résistance à l'aide de moyens en laboratoire. Nous avons réalisé des observations et des techniques permettant de dire si le matériau était conforme au plan et aux données du constructeur. Cela peut être des conformités matériaux, donc la matière, la composition chimique de la pièce, mais aussi sa résistance mécanique. Dans ce cas, nous utilisons une machine de dureté. Le principe de cette machine de dureté, c'est qu'on va appliquer une charge avec un pénétrateur directement sur le matériau et la machine va nous donner ce qu'on appelle une résistance équivalente. Et ça peut aussi être la conformité du traitement thermique de la pièce. Et donc là, nous allons vérifier la microstructure du matériau en réalisant des attaques chimiques pour vérifier que la microstructure est conforme à l'attendu. Et tous ces travaux qui ont été menés ont démontré que le longeron était conforme aux exigences du fabricant. Cette déformation est caractéristique de ce que l'on appelle un facteur de charge positif. L'appareil a subi une très forte accélération due à un virage très serré à grande vitesse et ce facteur de charge est allé bien au-delà de ce que la structure de l'avion était capable de supporter. Autrement dit, l'aile ne s'est pas rompue à cause d'une faiblesse structurelle que le pilote n'aurait pas pu prévoir. Elle s'est rompue parce qu'elle a été sollicitée au-delà de ce qui était tolérable. Le BEA, dans ses requêtes, a demandé à vérifier les instruments de bord. Alors, le principe des instruments de bord, c'est d'utiliser des gyroscopes. Et l'examen des instruments de bord a consisté à vérifier que ces gyroscopes étaient effectivement en rotation au moment de l'impact. Ce travail a été demandé afin de vérifier que les instruments de bord étaient fonctionnels au moment de l'accident. Le gyroscope, c'est une masselotte qui tourne très très vite dans un boîtier et les travaux ont consisté à juste vérifier s'il y avait des traces de frottement entre la masselotte et l'enveloppe dans laquelle il tourne. Comme il y avait des traces de frottement, effectivement, on a démontré qu'ils étaient en fonctionnement. Autrement dit, le pilote n'a pas été induit en erreur par un problème d'affichage lui indiquant une mauvaise vitesse, altitude ou attitude. Un élément dont il aurait été précieux de connaître l'état, c'est le pilote automatique. Cependant, compte tenu de l'état de l'appareil, aucun de ces mécanismes n'a pu être contrôlé. Son état pendant le vol et son éventuel lien avec le crash restent donc de l'ordre de la spéculation. Dans un avion, parmi tout le reste des équipements, on trouve un transpondeur. C'est lui qui permet au contrôle aérien de garder un œil sur l'avion. Or, celui-ci transmet, entre autres informations, l'altitude de l'appareil. À partir des données d'altitude collectées par les services de contrôle aérien et compte tenu des différentes ruptures observées, les experts de la DGA ont reconstitué la cinématique de la dislocation. À 12h53, le Piper Malibu est un vol rectiligne au niveau 120, soit 3600 mètres d'altitude, et vole à 180 nœuds. À 12h53 et 31 secondes, quelques minutes après le dernier contact radio, il infléchit sa trajectoire à gauche tout en perdant de l'altitude au rythme d'environ 1 mètre par seconde. Soudainement, une trentaine de secondes plus tard, l'avion part brusquement en virage à gauche. Sa vitesse verticale atteint vite les 35 mètres par seconde. Mais que s'est-il passé ? La mission qui nous a été confiée, c'est de définir la chronologie de séparation des éléments de l'avion. Donc on a mis en évidence que l'aile droite s'est rompue en premier et ça n'a pas été sans conséquence sur le reste de l'avion. On imagine que l'avion est en train de voler. Donc il se déplace dans l'air. Quand l'aile droite s'est rompue, elle s'est projetée entre guillemets sur la queue de l'avion. Donc ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a un petit morceau qui s'est détaché de l'aile droite qui a impacté l'empennage droit et surtout l'aile droite dans son mouvement est venue percuter ce qu'on appelle l'empennage vertical de l'avion. L'observation
des déformations et des traces sur l'aile droite montrent qu'on a retrouvé des traces de peinture blanche et rouge à la surface. Et surtout, on a vu qu'il y avait comme des petits plis sur l'aile droite. Donc on a cherché tout simplement sur l'avion où est-ce qu'on pouvait trouver de la peinture rouge et blanche. Et ça nous a amené à observer la dérive, ou ce qu'on appelle l'empennage vertical. Dans la chronologie de séparation des éléments, effectivement, on a mis en évidence que l'aile droite s'est donc cassée en premier. Lorsque l'avion est en vol, donc le carburant est situé donc dans les ailes, et les mouvements de l'avion entraînent également le mouvement du carburant dans ses ailes. Et lorsque l'aile droite s'est rompue, on a eu un déplacement rapide du carburant dans l'aile gauche qui a provoqué une surpression à l'intérieur du réservoir et qui a finalement explosé. Cette onde de pression a provoqué déjà le déboutonnage du revêtement de l'aile. C'est simplement les rivets de fixation qui sautent les uns après les autres. Privé de surface portante, le fuselage est alors tombé à plat en tournoyant, atteignant 10 secondes après la première embardée, une vitesse verticale de 50 mètres par seconde, jusqu'à percuter le sol. On sait maintenant comment, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Cependant, si vous êtes vous-même pilote, le pourquoi vous l'entrevoyez déjà, et il est à chercher du côté de la météo. En effet, s'il est un phénomène météorologique délétère pour l'aviation, c'est bien l'orage, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, la foudre n'est pas un danger majeur. La particularité de cet accident, c'est qu'il s'est produit un jour d'orage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la foudre peut représenter un potentiel danger, mais ce n'est pas le plus important. Un avion est foudroyé en moyenne une fois par an. Dans la mesure où un avion c'est métallique, la foudre va voyager tout simplement dans la structure de l'avion sans entraîner de dommages conséquents. Le vol en conditions d'orage, c'est quelque chose qui est très dangereux. On a parlé du risque foudre, mais il y a surtout des risques liés à des vents violents à l'intérieur de l'orage. Mais l'autre grand danger qu'il présente, plus insidieux, c'est le givrage. L'existence même d'un cumulonimbus repose sur les mouvements rapides de masses d'air chaude et froide. Et dans les masses d'air froide, et par froide j'entends en dessous de zéro, peut se produire un phénomène que l'on appelle la surfusion. Soumise à suffisamment peu de contraintes et refroidie suffisamment progressivement, l'eau peut rester liquide en dessous de 0 degré. Or, quand elles sont en suspension dans l'air, les gouttelettes d'eau d'un nuage peuvent se retrouver dans cet état. Mais la surfusion est un état très instable et la moindre perturbation fait geler l'eau instantanément. Or, quand vous traversez une masse nuageuse à 180 nœuds, parler de perturbation quand l'eau vient se fracasser sur votre carlingue est un doux euphémisme. Donc quand un avion traverse un nuage constitué de gouttelettes d'eau en surfusion, celle-ci gèle instantanément sur son fuselage, son hélice et globalement ses bords d'attaque. Le givrage est un risque très sérieux. Les deux dangers principaux, c'est qu'on va dégrader de façon très nette les performances aérodynamiques de l'avion et aussi on peut entraîner un gain de masse relativement important. Or, on l'a vu précédemment, les conditions météorologiques du 25 mai 2008 en Aquitaine ne laissaient aucun doute quant au risque de givrage. Cet avion est équipé d'un système de dégivrage. Le principe du système de dégivrage consiste à des boudins, comme des chambrières de vélo, qu'on va simplement gonfler. Le fait de gonfler va entraîner le décollement de la glace qui s'est formée à la surface de l'hélice et des ailes. Cette commande de dégivrage est une commande effectuée par le pilote. Sur cet avion, il n'existe pas de système automatique de dégivrage. Le pilote n'a pas forcément eu le temps ou n'a tout simplement pas commandé le dégivrage de son appareil. Lorsqu'on a vérifié l'état de la commande de dégivrage dans l'avion, malheureusement, le cockpit était trop endommagé pour statuer sur la commande effective du dégivrage. Qu'est-ce qui a provoqué la première désembardée du Piper? Difficile à dire. Peut-être un givrage, une forte turbulence,
ou les deux. Peut-être aussi que dans des conditions aussi extrêmes, le pilote automatique s'est déconnecté. Le pilote, le vrai, désorienté par la visibilité nulle et les turbulences, et peut-être induit en erreur par un affichage erroné, aurait alors effectué une manœuvre brusque, faisant décrocher l'avion ou l'amenant à un facteur de charge extrême. Notons à ce stade que les informations radar indiquent une vitesse de 180 nœuds. Or, 180 nœuds, si c'est moins que la vitesse maximale autorisée pour cet avion, c'est en même temps plus que la vitesse maximale de croisière et a fortiori en atmosphère turbulente. Une manœuvre brusque à cette vitesse représente un grave danger pour la structure de l'appareil. Mais alors, pourquoi le pilote s'est-il aventuré dans une zone aussi dangereuse? A priori, l'absence de données météorologiques. Il n'a contacté aucun organisme météo avant son départ et n'emportait aucune donnée sur la situation franchement défavorable avec lui. Cependant, notons que le Malibu était équipé d'un radar météo, mais aussi d'un GPS, sans parler du pilote automatique sur 3 axes. Autrement dit, tout un tas de jolies assistances déchargeant le pilote de pas mal de tâches et conférant un sentiment de surconfiance. Il est probable que, malgré un ciel menaçant et sans avoir vérifié à quel point la météo pouvait être dangereuse, le pilote se soit convaincu qu'avec autant d'assistance, ça passait. Concernant ce point, le rapport du BEA contient une phrase péremptoire et presque lapidaire. L'enquête n'a pas pu déterminer si le pilote était en possession d'informations concernant la météo. Si tel était le cas, il est toutefois probable qu'il aurait renoncé à suivre cette route. Pourquoi ce jour-là, le pilote avait affronté cet orage, on va dire? Et il n'aurait pas dû. Vaut mieux éviter de traverser ces zones orageuses avec ce genre d'avion. Les vents, les turbulences ont dépassé la résistance mécanique de l'avion et c'est l'aile qui a cédé. La conclusion de cette enquête rejoint malheureusement celle de bien d'autres et trouve écho dans un dicton qu'on entend ça et là sur les tarmacs et dans les salles de briefing. Il y a de vieux pilotes, il y a des pilotes audacieux, mais pas de vieux pilotes audacieux. La conclusion de l'enquête est malheureusement que l'accident est dû à la décision du pilote d'entreprendre ce vol en conditions givrantes connues, probablement mis en confiance par une abondance d'automatisme à sa disposition et à une mauvaise préparation du vol. La dégradation des performances de l'avion par le givrage, ainsi peut-être que la désorientation spatiale que le pilote a pu subir, ont conduit à la perte de contrôle de l'avion, puis à sa rupture en vol. Et on en revient là au même point que bien trop souvent. L'écrasante majorité des accidents, et pas qu'en aéronautique d'ailleurs, trouve pour origine une erreur humaine. Dans ce cas particulier, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour le prévenir que ne pas décoller. Histoire de rester dans des dictons de pilote, il y a aussi celui qui dit qu'il vaut mieux être au sol et souhaiter être en vol, plutôt qu'être en vol et souhaiter être au sol. Beaucoup de pilotes, notamment à bord de petits appareils, subissent une pression, infligée par d'autres ou qu'ils s'infligent à eux-mêmes et qui les pousse à prendre l'air même quand ils ne devraient pas. Imaginez, c'est dimanche, vous avez passé le week-end en bord de mer, mais demain vous bossez, vous avez rendu les clés de l'hôtel et de la voiture de loc, faut rentrer, mais la météo est dégueulasse. On peut être tenté de forcer la chance. Imaginez encore, vous êtes pilote et on loue vos services pour un voyage professionnel, mais un front orageux se dessine entre vous et la destination de votre client qui vous fait cependant bien comprendre que ce rendez-vous est crucial et que son retard risque de vous coûter cher. N'oubliez jamais que la majorité des accidents, aéronautiques ou non, proviennent d'un non-respect des procédures, notamment de sécurité. Rappelez-vous-en la prochaine fois que vous serez tenté d'outrepasser une règle de sécurité pour gagner du temps, ou pire, qu'on vous intimera l'ordre de le faire. Rappelez-vous que la majorité des accidents peuvent se résumer en 3 mots. T'inquiète, ça passe. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek
et à la revoyure. Bonjour, c'est simple. Et pour la réclame d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un thing que vous savez pas qu'est-ce que c'est et que vous avez jamais entendu parler. NordVPN. Simple. Oui, mais tu sais pas, peut-être qu'il y a des gens, ils viennent sur Internet pour la première fois. Alors je vais vous dire les 3 règles importantes de l'Internet. Numéro 1, s'il y a une jolie fille qui te dit qu'elle va te montrer tes tétés si tu lui donnes de l'argent, c'est pas vrai, c'est du broutement. Et le broutement, ça veut dire que c'est une arnaque. Numéro 2, il faut s'abonner à AstronoGeek sinon on attrape le cancer du rectum. Simple. Et numéro 3, NordVPN c'est un thing que quand tu l'utilises, le reste des internet ils croient que t'es ailleurs que c'est toi. Offre seulement si tu dis pas que tu es c'est toi sur Facebook, elle. Attends, je t'explique. Imagine tu vas sur les internets pour regarder tes vidéos de filles presque toutes nues qui se grimpent dessus. Simple. Fausse. Je parle du cat. On a le droit, né? Oui. Pourquoi tu croyais que je parlais de quoi? De rien, continue. Et donc, si tu as envie de regarder du Cats, mais que comme tu es en France, eh ben tu peux pas. Alors comme tu es frustré, tu vas sur un site de Vivi. Simple. Mais si tu utilises NordVPN et que tu te connectes en Amérique ou au Canada, hop là, tu peux regarder le Cats sur Netflix. Ou alors tu peux aussi directement aller dans les États-Unis, hein, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et en plus, une fois que tu es là-bas, tu peux plus regarder MiTF1, France TV et Canal+ à cause qu'on peut les regarder que en France. Mais si tu as NordVPN, et ben tu fais croire à Canal+ que t'es en France et hop là, tu peux de nouveau regarder. Et c'est pareil pour les things de la Belgique ou qu'on peut regarder que si on est que en Belgique, comme la RTPF ou RTL Play. Et comme personne il a envie d'aller en Belgique, et ben tu utilises NordVPN et hop là ça marche. Et même encore plus pire, si tu te connectes en Belgique, tu peux regarder Kaamelott sur YouTube. Ça marche aussi si tu te connectes en Suisse. Et tout le monde dans la famille, il peut regarder ce qu'il veut parce que tu peux connecter 10 appareils avec un seul compte. Tu peux mettre la télé du salon, la télé de la chambre, ton téléphone, ta tablette, la tablette de ta maman. Oui, bah c'est bon, ça va, on a compris, 10 appareils. Et en plus, NordVPN, ça vient avec protection anti-menace, que ça bloque les sites de phishing, que c'est aussi du broutement et que c'est une arnaque, les cookies qui servent à voler tes informations, que c'est du broutement et que c'est une arnaque, et les fichiers que les brouteurs ils t'envoient pour te pirater et que c'est aussi du broutement et que c'est aussi une arnaque. En fait, les gens que vous êtes jamais allés sur Internet, peut-être qu'il vaut mieux pas aller sur Internet, hein, parce qu'il y a tellement de broutement qu'on tirait le sang derrière ces Mahoma où ce qu'il y a les vases. Mais si jamais tu décides quand même d'aller sur Internet, surtout tu donnes pas d'argent aux filles qui veulent montrer leur tété et tu utilises NordVPN. En ce moment, si tu cliques sur le lien qui est dans la description, est-ce 4 mois en plus sur ton abonnement de 2 ans et même que ça fait moins de 3 € par mois. Et comme c'est pas du broutement, si t'es pas content, t'as 30 jours pour te faire rembourser. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Ah et aussi il faut t'abonner à AstronoGeek pour pas attraper le horoscope. Hop là, la réclame elle est finie. Tchuss.